Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur un art assez délicat. Comment rendre la communication scientifique limpide? Oui, bonjour. On a comme document de travail des extraits de principes de rédaction efficaces en sciences, et puis surtout un passage d'une revue assez connue, Cell. On va regarder ça de près. Mhm. L'objectif, c'est vraiment de voir concrètement comment on peut améliorer la clarté d'un texte scientifique. Alors, on va décortiquer ça ensemble. Absolument. Et en science, la clarté, ce n'est pas juste une question de style, hein. C'est vraiment crucial pour que les savoirs circulent bien. Oui. Si le message est, disons, un peu brouillé, c'est la science elle-même qui en souffre. Et c'est intéressant de voir pourquoi certains textes sont si difficiles à lire. Ouais, justement, prenons cet exemple tiré de Cell. Dysregulation of physiologic microRNA, MIR, activity has been shown to play an important role in tumor initiation and progression, including gliomagenesis. Therefore, molecular species that can regulate MIR activity on their target RNAs without affecting the expression of relevant mature MIRs may play equally relevant roles in cancer. Bon, Ouf. on est d'accord. Il faut s'accrocher un peu, non? Les notes qu'on a identifiées, plusieurs obstacles hein, ici. Tout à fait. Le premier point soulevé, et c'est fréquent, c'est cette tendance à transformer les actions en noms. Ah oui. Dysregulation, initiation, progression, expression. Au lieu d'utiliser des verbes simples, déréguler, initier, progresser, exprimer. Ça alourdit énormément la phrase, en fait. Et cet usage de noms, ça oblige souvent à utiliser des verbes un peu généraux, quoi, comme ici, jouer un rôle important, c'est ça. Exactement. Ça manque de pêche. Les notes le disent bien, d'ailleurs. Les verbes font avancer les phrases, alors que les noms, eux, ralentissent le lecteur. C'est exactement ça. Et ce manque de dynamisme, il est aussi renforcé par des termes assez vagues. Hmm. Physiologique ou molecular species, par exemple. Ce ne sont pas des termes incorrects, attention, mais il manque un peu de précision ici. Oui, De quels espaces moléculaires on parle vraiment? Quel aspect physiologique est important? Cette imprécision, ça demande un effort en plus au lecteur. c'est vrai. Et puis on trouve aussi du jargon technique. Bon, ça c'est classique, mais gliomagénésis, Oui. c'est précis pour le spécialiste. Mais formation de gliome, ça serait tout aussi juste et plus accessible, non? Bien sûr. Et puis, il y a cet acronyme amusant MIR pour microRNA. Ah oui, C'est presque un acronyme d'acronyme parce que RNA, c'est déjà l'abréviation d'acide ribonucléique. c'est vrai. Oui, et comme le dit l'analyse, les acronymes qui ne sont pas universels, ça oblige à faire une micro-pause pour se rappeler ce que ça veut dire. Ou pire, faut aller chercher. Hmm. Ici, est-ce que gagner quelques lettres, ça justifie vraiment cette interruption possible de la lecture? Surtout que micro-RNA, c'est déjà assez court, et tout le monde comprend. C'est un réflexe d'écriture, mais pas toujours le meilleur choix. Un autre point qui est relevé, c'est l'utilisation de la voix passive. Has been shown. On a montré que. Hum, hum. Pourquoi pas dire qui a montré? Ou juste utiliser une tournure active. L'exemple dans nos notes compare elle lance la balle, actif, à la balle est lancée par elle, passif. La forme active, c'est souvent plus direct, plus naturel, quoi. La voix passive, elle a son utilité parfois, hein, pour mettre l'accent sur l'objet, par exemple. Mais là, c'est vrai qu'elle contribue à une certaine distance, une impression d'impersonnalité, Oui. qui, ajoutée au reste, rend le texte moins engageant. Et enfin, il y a cette distance assez nette dans la deuxième phrase entre le sujet, molecular species, et son verbe principal, may play. Ah oui, exact. Il y a toute une partie de phrase assez longue entre les deux. Le lecteur doit garder le sujet en tête, lire la description et attendre pour enfin trouver le verbe qui donne le sens. Ça demande un effort de concentration pas négligeable. C'est ça. Chaque point, pris tout seul, pourrait sembler un détail. Mais c'est l'accumulation de tout ça qui transforme la lecture en déchiffrage. Oui, Et c'est là que la réécriture proposée dans nos sources est vraiment parlante. Changes in microRNA expression play a role in cancer, including glioma. Therefore, events that disrupt microRNAs from binding to their target RNAs may also promote cancer. ah, oui, là la différence elle est flagrante. C'est beaucoup plus direct, plus court, et pourtant l'essentiel du message est là. On passe de 48 mots à 25, presque la moitié. Incroyable, non? Ça montre bien l'impact de ces choix de rédaction. C'est ça qui est fascinant. La clarté, c'est pas de la magie, ça vient de décisions très conscientes sur la structure, le choix des mots, la voix active ou passive. Alors, si on devait retenir une leçon clé de cet exercice,
Ce serait sans doute le premier des 3 principes mis en avant dans nos notes. Coupez les mots et phrases inutiles, débarrassez-vous du superflu. Oui. La concision, en fait. Quand elle ne sacrifie pas le sens, bien sûr. Mais c'est une alliée précieuse, pour être clair. Tout à fait. Et juste pour prolonger un peu la réflexion, au-delà de comprendre ces différents principes, on pourrait se poser la question, qu'est-ce qui se passerait si on s'efforçait d'appliquer juste un seul de ces conseils, mais de façon systématique sur nos propres textes? Par exemple. Par exemple, traquer et remplacer systématiquement un type de jargon précis. Ou alors convertir toutes les nominalisations, ces fameux noms, en verbes d'action. Comment ça transformerait non seulement nos textes, mais peut-être aussi notre regard critique sur les papiers qu'on lit? Ah, c'est une bonne question, ça. Voilà, une piste de réflexion intéressante, je trouve.